Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. L'islam politique est-il en pleine débâcle au Maghreb? Après Ennahda poussé vers la sortie en Tunisie, après le coup de force du président Kais Saïed, le PJD subit un revers historique au Maroc. Avec nous pour tenter de comprendre, en direct de Lausanne, en Suisse, Mounia Benani Shraibi. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Avec nous également en plateau, Hakim El Karoui. Bienvenue à vous également. Vous êtes essayiste et chercheur à l'Institut Montaigne. Mounia Benani Shraibi, disons-le d'entrée, vous êtes plutôt spécialiste de la vie politique marocaine et des partis politiques marocains. Mais tout de même, une première question générale. Est-ce que les difficultés du PJD au Maroc et d'Ennahda en Tunisie marquent une tendance de fond, selon vous, d'un recul de l'idéologie islamiste dans ces deux pays, ou bien une concomitance finalement de péripéties électorales comme on en connaît partout dans le monde? Bon, une chose est sûre, on est face à des phénomènes totalement différents. L'expérience tunisienne, c'était une expérience qui laissait espérer une transition démocratique qui allait de l'avant, hein, donc il y a un coup de force. Or, au Maroc, on a une monarchie qui règne et qui gouverne. On a peut-être un exécutif dual, mais le chef du gouvernement a une marge de manœuvre assez restreinte et son gouvernement est assez hétéroclite. C'est-à-dire ceux qui ont porté les élections aujourd'hui, le RNI a été, le Aziz Arnouch a été pendant 13 ans ministre et il avait les plus gros ministères au sein du gouvernement. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'une débâcle idéologique. Au Maroc, les partis politiques, quelles qu'elles soient leurs orientations, ils suivent les grandes orientations stratégiques décidées au palais. Et donc, et puis les électeurs qui ont voté pour le PJD en 2011 et 2012 sont pluriels. Il y a l'électorat qui avait voté pour le changement, qui n'avait aucune sensibilité islamique, qui cherchait qui espérait qu'un personnel comme celui du PJD, qui a une réputation d'intégrité, puisse lutter justement contre la corruption et la prédation, comme cela se disait dans les mouvements, le mouvement du 20 février. Mais il y avait aussi un électorat plutôt de sensibilité PJD qui a à son tour avalé un certain nombre. Alors restez avec nous, Mounia Benani Shraibi. Vous avez posé un peu le décor principalement concernant le Maroc. Hakim El Karoui, vous suivez-vous beaucoup plus la vie politique tunisienne? Alors on fait allusion à ce coup de force du président Kais Saïed, mais quand je dis Ennahda en recul, c'est pas seulement pour ça. Ennahda a parlé d'un coup d'État, c'est un coup de force certes, mais le parti est en difficulté depuis plusieurs mois, y compris en interne. Comment expliquez-vous que ce parti finalement soit quelque peu, en tout cas qu'il soit plus, qu'il ne soit plus la lune de miel avec les Tunisiens? Pour une raison très simple, c'est l'exercice du pouvoir. L'usure du pouvoir. Oui, l'usure, enfin l'exercice et maintenant l'usure. Ça fait 10 ans qu'Ennahda est associé au pouvoir. Ils l'ont exercé directement avec un Premier ministre pendant quelques mois, années. Ils ont ensuite contribué à la formation de toutes les majorités en Tunisie, vu le système institutionnel qui fait qu'un seul parti ne peut pas avoir la majorité. Et au bout de 10 ans, les Tunisiens ont remis en cause la capacité de gestion du parti et puis aussi, on le disait à l'instant, son intégrité. Parce que ce dont on parle beaucoup, c'est de la corruption. Après, il ne faut pas croire que le sujet, c'est le président de la République, Kais Saïed, contre Ennahda. C'est le président contre tous les partis. Il se trouve qu'Ennahda est le premier parti le plus visible, celui qui est installé depuis le plus longtemps. Mais les différentes modalités du parti, disons des héritiers du néo-Destour, que ce soit autour de Béjir Haït Sebsi, etc., en fait, ont été mis dans le même sac par les Tunisiens. Donc il faut pas, c'est pas la chute d'Ennahda, c'est la chute des partis. C'est le président qui a fait tomber les partis. Après, le coup de force du président Kais Saïed n'a pas été mal perçu partout. À Sidi Bouzid, par exemple, alors les Tunisiennes et les Tunisiens disent on attend de voir, mais ça n'a pas été forcément mal perçu. Hein. Ça montre du coup la défiance vers les partis politiques, dont Ennahda. C'est vraiment tous les partis qui ont été remis en cause. Et derrière, c'est
la gestion depuis 10 ans, depuis la Révolution, avec d'immenses attentes sociales et économiques et une très très grande déception. Le problème qu'on a maintenant, c'est que le président, d'abord, n'a pas respecté la Constitution. Ensuite, il se retrouve tout seul face à des attentes qui sont encore plus hautes qu'avant, parce qu'il a promis qu'il allait lutter contre la corruption et redistribuer. Et franchement, aujourd'hui, on ne voit rien venir. Alors on va poursuivre, on va voir tout à l'heure avec vous Mounia Benani Shraibi ce qu'on entend par islam politique, on entend parfois islamo-conservateur, on verra s'il y a des liens par exemple avec les frères musulmans. Mais d'abord donc place au reportage de notre correspondante Maud Ninov, après donc cette défaite électorale du PJD, tout de même qui passe de 125 sièges à l'Assemblée nationale marocaine à 12 députés seulement. Reportage. Dans tous les taxis tangérois, la même ambiance. Le PJD n'est plus en état de grâce. Cette défaite est le synonyme de la fin d'une ère. Et à Tanger, d'une déroute exemplaire. Le parti islamiste a perdu 90% de ses électeurs en 10 ans. Pourquoi ? Dans le rétroviseur, les souvenirs sont décevants. Mohamed Zakaria rêvait il y a 10 ans de grands changements. C'était en 2011, l'époque des printemps arabes et d'une nouvelle constitution au Maroc. Dans ses discours, le PJD donnait l'impression d'avoir à cœur les citoyens et le Maroc. Il disait qu'il allait servir le peuple et qu'il allait en finir avec les vieilles pratiques politiques. Pour Mortada, le PJD était même une affaire de famille, mais cet enfant qui a grandi dans les valeurs du parti conservateur a finalement changé de camp il y a 2 ans. Après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, le PJD a voté des lois qui nuisaient directement à la classe moyenne et à la classe marocaine la plus pauvre, c'est-à-dire à la propre base électorale du PJD. On n'oublie pas le problème des retraites, des contrats précaires, l'augmentation de l'eau et de l'électricité. En fait, le PJD a fait passer tout ce que la société marocaine refusait. Jamal Lasri est un opposant. La débâcle du PJD est pour lui un cas d'école. Pour rester au gouvernement, les islamistes ont fait trop de compromis avec leurs adversaires au pouvoir. Ils ont accepté de voter des lois impopulaires par manque de courage politique. L'important pour le PJD, c'est de contenter les grands dirigeants. Ils ne pensaient pas du tout à satisfaire les citoyens. À aucun moment, le PJD a dit « basta, stop, maintenant ça suffit ». Mauvais calcul, car l'autre parti politique qui travaillait justement avec les islamistes au gouvernement n'a pas été sanctionné par les urnes. Au contraire, le RNI est même le grand vainqueur de ces élections. Pour gouverner, le Rassemblement national des indépendants ne fera pas appel, lui, au PJD. Voilà pour ce reportage TV5 Monde. Mounia Benani Shraibi, tiens, peut-être juste un petit mot sur la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Est-ce que certaines électrices et électeurs du PJD se sont dit « vous n'avez pas été assez fort, vous avez été timorés sur cette question, et notamment la question palestinienne » ? Alors, c'est sûr que le cœur de l'électorat du PJD reproche au secrétaire général, et qui était le chef de gouvernement, qui est toujours le chef de gouvernement, d'avoir avalé beaucoup de couleuvres. Alors, ça a commencé par la configuration du gouvernement, à partir de 2016, et puis la normalisation, l'accord de normalisation. Pour la classe moyenne, ça a été évoqué le démantèlement d'un certain nombre de services, la question des retraites, la question de l'emploi. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le PJD a joué le rôle de bouc émissaire consentant. C'est-à-dire, on est dans une politique ultra-libéral depuis un certain moment, et il a été fait appel à des courants politiques, la gauche en 97 et 2002, et puis le PJD à partir de 2011, qui, il s'agit de leur... ils constituent en quelque sorte un fusible. L'islam politique, pardonnez-moi, on va essayer de définir... à mettre en œuvre... Excusez-moi de vous couper, on va essayer de définir ce qu'est l'islam politique. Vous avez dit ultralibéralisme, c'est intéressant. C'est vrai que ce soit Ennahda, ce sont des mouvements économiquement plutôt pour le libéralisme, pour le capitalisme. D'un point de vue sociétal, vous savez, dans le monde francophone, quand on dit parti islamiste, tout de suite, forcément, c'est très connoté. Quelle est leur doctrine au PJD, par exemple, à Ennahda, sur des questions qui touchent notamment aux femmes, que ce soit au Maroc ou en Tunisie? Bon, d'abord, je voudrais quand même souligner une chose. Le PJD n'a pas fait sa politique.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, les grandes orientations sont décidées ailleurs. Donc, il a dû mettre en œuvre des politiques qui ont été décidées ailleurs. Alors, y compris sur, par exemple, des questions de langue, toutes les politiques par rapport à la femme, par rapport à la langue, par rapport au cannabis, par rapport à Israël, ce ne sont pas des politiques du PJD qui ont été mises en œuvre. Donc ça, c'est très important à souligner. Sur le plan social, d'abord, avant cela, il faut savoir que l'islam politique, c'est avant tout un langage, enfin de mon point de vue. Et il y a une dimension identitaire, mais on va trouver des courants aussi bien proches de la gauche que des courants plutôt libéraux sur le plan économique. Donc on a un éventail d'orientations qu'on homogénéise facticement sous le terme d'islam politique. On y voit déjà plus clair. Alors, on va voir maintenant avec vous, Hakim El Karoui, le temps file. Ennahda, en 2016, son chef historique, Rached Ghannouchi, avait dit qu'il faut séparer le politique du religieux. Qu'en avez-vous pensé? Et on est 5 ans après, qu'en a-t-il été? Rached Ghannouchi a une caractéristique, c'est qu'il fait de la politique. Donc, il dit aux uns et aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc ça, c'est une déclaration pour le grand public, qu'il soit occidental ou pour les Tunisiens qui étaient hostiles à Ennahda. D'une certaine manière, ils n'avaient plus besoin d'unifier le politique et le religieux. Parce que eux, ce qu'ils étaient, et ce qu'ils sont toujours, c'est un parti qui fait de la politique pour conquérir le pouvoir. Alors pas forcément pour l'exercer directement, parce que c'est compliqué d'exercer le pouvoir directement, mais pour influencer. Et puis pour rentrer dans l'appareil d'État. Ce que beaucoup de Tunisiens reprochent à Ennahda, c'est l'intrusion dans l'appareil d'État. Pas pour travailler au service de l'intérêt général, plutôt pour se servir. Ensuite, ils n'ont pas fait, eux non plus, une politique islamiste au sens où ils auraient mis en place une vision ultra-conservatrice de la société, fondée sur une lecture très, disons, réactionnaire des textes coraniques. Ils ont négocié. Et ils se sont installés dans les institutions. Et ils ont pris leur distance avec les frères musulmans. Tous, ils sont nés des frères musulmans, parce que c'est des étudiants qui ont monté des organisations qui étaient influencées par l'idéologie des frères musulmans. En 2 mots, l'islam est la solution, le Coran est notre constitution, et puis l'exemple égyptien. Et ils ont fait de l'action sociale. Très important, l'action sociale est essentielle. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont assez libéraux. Ils ne croient pas à l'intervention de l'État. Ils croient beaucoup plus à la solidarité privée. Mais après, face à l'exercice du pouvoir, ils ont affronté le mur de la réalité. Et le mur de la réalité, c'est que ça ne suffit pas de donner des slogans, ça ne suffit pas d'essayer de prendre des postes. Après, il faut gérer, il faut redistribuer et il faut faire, ce qui est le premier exercice de la démocratie, il faut débattre. Il faut débattre des sujets importants. Et je crois qu'une des caractéristiques de la démocratie tunisienne, 10 ans après, c'est qu'il n'y a toujours pas d'espace de débat. Il y a un espace d'invective, il y a un espace de conquête du pouvoir, d'interprétation de la conquête du pouvoir. On ne parle pas de fiscalité, on ne parle pas de redistribution, on ne parle pas d'éducation, on ne parle pas de santé, etc. Et ça, c'est le grand échec, non seulement d'Ennahda, mais de l'ensemble de la classe politique tunisienne. Merci beaucoup, Hakim El Karoui, de nous avoir permis d'y voir plus clair donc, sur l'islam politique au Maroc et en Tunisie. Merci beaucoup, Mounia Benani Shraibi. On a l'occasion, bien entendu, de vous réentendre tous les deux sur TV5 Monde. La chronique